Une femme n'a pas sa place dans les forces spéciales. Elle craquera avant la fin de la première semaine. Cette simple phrase, lancée en l'air comme une fléchette empoisonnée, pesait plus lourd que les murs de la caserne ne pouvaient le supporter. Tout le monde dans la pièce se tourna pour regarder Emily Carter, la seule femme candidate parmi 40 hommes, ses cheveux courts, soigneusement rangés sous la casquette réglementaire, ses yeux stables mais brûlants d'un feu intérieur. Les mots venaient du sergent Daniels, un vétéran aguerri qui s'assurait que son mépris ne soit ni dissimulé ni adouci. Les hommes ricanèrent, certains bruyamment, d'autres nerveusement, comme s'ils étaient reconnaissants que quelqu'un d'autre ait exprimé le doute qui les rongeait. Émilie resta silencieuse, serrant fermement son bloc-notes, chaque syllabe résonnant dans sa poitrine comme un défi. Émilie avait toujours su que ce chemin serait brutal. Elle n'était pas naïve. Dès l'instant où elle avait postulé à la sélection des forces spéciales, sa boîte de réception s'était remplie de sarcasmes déguisés en conseils, de messages disant qu'elle poursuivait une chimère ou essayait de jouer aux soldats. Elle avait été un médecin de combat décoré, ayant déjà fait ses preuves en déploiement, et pourtant sa présence dans ce processus de sélection d'élite était traitée comme une plaisanterie. Chaque pas qu'elle faisait dans le camp d'entraînement lui donnait l'impression de traverser des murs de jugement qu'elle ne pouvait voir, mais qu'elle sentait toujours peser contre elle. Sa motivation n'était ni la gloire, ni un désir superficiel de se prouver supérieur aux hommes. Son père avait servi dans les forces spéciales avant son décès, un héros discret qui ne se vantait jamais de ses sacrifices, mais portait ses cicatrices en silence. Émilie avait grandi en le voyant boiter légèrement, sans jamais se plaindre, lui enseignant la discipline, la ténacité et par-dessus tout que le courage n'était jamais une question de taille, de genre ou d'apparence. Il s'agissait de refuser d'abandonner quand abandonner semblait plus facile. Pourtant, debout dans cette pièce, le ton moqueur de Daniels résonnant dans son esprit, Émilie sentit la piqûre aiguë de l'injustice. Elle savait que les hommes chuchotaient à son sujet la nuit. Elle savait que certains attendaient qu'elle échoue pour pouvoir rire, pour pouvoir confirmer leurs préjugés. Pour eux, son échec signifierait la restauration de l'ordre naturel. Pour elle, le succès signifiait réécrire cet ordre entièrement. Le premier jour d'entraînement fut brutal. Des marches de 20 miles avec des sacs de 60 livres, des parcours d'obstacles conçus pour briser les os, la privation de sommeil et des exercices sans fin destinés à démolir le corps et à exposer l'âme. Des hommes faisant 2 fois sa taille s'effondraient, vomissant dans la poussière, implorant silencieusement un répit. Émilie luttait aussi. Ses épaules hurlaient, ses genoux pliaient, mais elle refusa de laisser un seul son s'échapper de ses lèvres. Chaque fois que Daniels lui aboyait, « Vous allez bientôt abandonner », elle serrait les dents et continuait d'avancer. Elle se couchait chaque nuit endolorie, mais son esprit restait animé d'un feu que la douleur ne pouvait éteindre. Elle se remémorait les paroles de son père. « Le monde te dira ce que tu ne peux pas faire. Laisse-les dire. Ensuite, va leur montrer. » Ces mots devinrent son bouclier contre le venin de Daniels et les ricanements de ses pairs. Pourtant, au fond d'elle, sous son armure de silence, Émilie portait une peur fragile. Et s'ils avaient raison? Et si son corps cédait avant que sa volonté ne puisse la porter plus loin? L'histoire d'Emily Carter commençait véritablement ici. Non pas avec la force, non pas avec le triomphe, mais avec le doute et l'écho du mépris d'un homme. C'est dans cette tension, entre la peur et le feu, que son voyage vers l'impossible fut forgé. L'humiliation ne vint pas en chuchotement, mais en plein jour. Lors de la 3e semaine de sélection, les instructeurs organisèrent ce qu'ils appelaient la marche de la vérité. Une randonnée éreintante consistant à porter des rondins en équipe, destinée à tester la cohésion et la volonté. Chaque escouade reçut un énorme tronc d'arbre, brut, inégal, assez lourd pour que 6 hommes s'épuisent sous le soleil pour le faire avancer. L'escouade d'Émilie gémissait sous le poids, la sueur striant leur visage, leurs bottes s'enfonçant dans le sentier boueux. Elle se positionna tout à l'avant, l'épaule pressée contre le bois éclaté, les muscles tremblants mais fermes. C'est alors que cela se produisit. Daniels, tournant autour des escouades, comme un loup guettant la faiblesse,
s'arrêta net devant l'équipe d'Émilie. Sa voix trancha l'air humide. « Vous, les hommes, allez vraiment la laisser vous ralentir? Elle fait la moitié de votre taille. Laissez-la tomber, et vous pourriez finir avant le lever du soleil. » L'escouade se figea, certains hommes ricanant nerveusement, d'autres la regardant avec irritation, comme pour lui demander silencieusement si elle allait admettre sa défaite et leur faciliter la vie. La gorge d'Émilie la brûlait. Elle voulait crier, lui dire qu'elle n'était pas un fardeau, mais sa voix resta coincée dans sa poitrine. Le poids du rondin se faisait plus lourd à chaque seconde de silence. Puis Daniels, souriant cruellement, aboya « Prouvez-moi que j'ai tort, Carter. Portez ce rondin toute seule. Voyons si vous êtes plus qu'une erreur sur la liste. » L'air devint pesant. Personne ne s'attendait à ce qu'elle accepte. Mais Émilie s'avança. Elle plia les genoux, verrouilla ses bras et laissa le tronc s'abattre sur ses épaules. Une douleur explosa le long de sa colonne vertébrale, le genre de douleur qui trouble la vision et coupe le souffle. Son escouade éclata en protestation. Certains en colère contre son entêtement, d'autres désespérés d'éviter une punition. Mais Daniels se contenta de croiser les bras, son sourire s'élargissant. Pas à pas, elle se traîna en avant, ses bottes s'enfonçant dans la boue, ses jambes tremblant comme des fils, sur le point de rompre. Chaque nerf hurlait, mais plus profondément en elle, quelque chose d'autre hurlait plus fort. Le souvenir d'être rejetée, rabaissée, sous-estimée non seulement ici, mais toute sa vie. Elle ne portait pas un rondin, elle portait chaque insulte, chaque doute, chaque porte claquée à son nez pour avoir osé vouloir plus que ce que les gens pensaient qu'elle méritait. Elle s'effondra avant la ligne d'arrivée, ses genoux heurtant le sol. Pendant une seconde, le monde bascula dans le noir. Mais elle se força à se relever, les bras tremblant violemment, poussant jusqu'à ce que le rondin glisse de ses épaules au niveau du marqueur. Elle ne leva pas les bras en signe de victoire. Elle ne sourit pas. Elle resta simplement là, la respiration haletante, le visage strié de boue, les yeux rivés sur Daniels. Le sourire narquois du sergent vacilla. Juste un battement de cœur avant qu'il n'aboie aux hommes de continuer à avancer. Ses yeux trahirent quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Le doute. Pas en elle, mais en lui-même. Cette nuit-là, le corps d'Émilie semblait brisé au-delà de toute réparation. Son dos la lançait à chaque respiration, ses mains étaient couvertes d'ampoules et à vif. Pourtant, à l'intérieur de sa poitrine, quelque chose se solidifia. Elle n'avait pas seulement survécu à l'humiliation, elle l'avait transformée. Les autres candidats ne la regardaient plus comme une curiosité ou un fardeau. Certains hochèrent la tête en silence quand elle passait. L'un d'eux murmura même « respect » avant de s'éloigner. C'était peu, fugace, mais Émilie le sentit. Le vent qui tournait, même très légèrement. Elle réalisa alors que la vraie bataille n'était pas seulement contre l'épuisement ou la douleur. C'était contre la perception, contre les voix qui lui disaient qu'elle ne pouvait pas. Et chaque pas en avant, aussi ensanglanté soit-il, réécrivait leur récit. Pourtant, elle savait que ce n'était que le début. Les épreuves deviendraient de plus dures, les nuits plus froides, l'humiliation plus vive. Et quelque part au fond de lui, Daniels complotait déjà sa prochaine tentative pour la briser. Car pour lui, son endurance n'était pas une victoire, c'était une menace. Les nuits étaient le pire. Le corps ne peut supporter qu'une certaine dose d'épreuve avant que l'esprit ne commence à se fracturer. Et durant la 4e semaine de sélection, le sommeil devint un luxe cruellement retiré. Les candidats étaient réveillés toutes les heures pour des exercices surprises, traînés sous une pluie glaciale, obligés de ramper dans la boue pendant que les instructeurs hurlaient. Les muscles endoloris, la peau pelée, les ampoules saignaient. Des hommes 2 fois plus grands qu'Émilie pleuraient silencieusement dans l'ombre, leur souffle se condensant dans l'air froid de la nuit. Un par un, les candidats abandonnaient, sonnant la cloche tant redoutée qui signalait le retrait volontaire. Émilie ne toucha jamais la cloche, mais à l'intérieur d'elle, la tentation murmurait plus fort chaque nuit. Son dos ne s'était pas remis de la marche du rondin. Chaque mouvement était un couteau glissant le long de sa colonne vertébrale. Pire que l'agonie physique, il y avait le poids du silence, la façon dont les yeux de Daniels la suivaient comme un faucon, attendant, espérant, la mettant au défi de craquer. Ces mots persistaient dans son esprit
comme un poison. Vous craquerez avant la fin de la première semaine. Elle avait déjà duré plus longtemps, mais l'écho de cette phrase se gravait plus profondément à chaque faux pas, à chaque échec à maintenir le rythme. Une nuit, après un exercice brutal dans l'océan où les candidats étaient forcés de patauger dans l'eau glacée jusqu'à la poitrine, elle retourna à sa couchette en tremblant de manière incontrôlable. Son corps refusait de se réchauffer, ses dents claquaient, même sous des couches de tissu trempé. C'est alors qu'un de ses coéquipiers, Rodriguez, se pencha et marmonna « Carter, si vous continuez comme ça, vous allez mourir ici. Daniels n'a pas tort. Vous allez vous faire tuer. » Son ton n'était pas moqueur, c'était de la pitié. Et d'une certaine manière, la pitié était plus blessante que le mépris. Émilie se tourna vers le mur, retenant des larmes qui menaçaient de couler. Pour la première fois depuis son arrivée, le doute l'envahit complètement. Prouvait-elle quelque chose? Ou ne faisait-elle que nourrir l'arrogance de ceux qui attendaient en son échec? La voix de son père semblait lointaine, noyée sous le rugissement de l'épuisement. Peut-être qu'elle n'était pas faite pour ça. Peut-être qu'ils avaient raison. Mais alors qu'elle tremblait dans cette caserne froide, un autre souvenir fit surface. Des années auparavant, après la blessure de son père, elle lui avait demandé pourquoi il n'avait jamais abandonné, malgré la douleur. Il l'avait regardé avec des yeux calmes et avait dit « Parce que quelqu'un doit prouver que les limites sont des mensonges. » Ces mots, simples et lourds, percèrent le brouillard du désespoir. Les limites sont des mensonges. Le lendemain matin, Émilie se leva avant l'aube, le corps hurlant, mais l'âme affûtée. Elle se traîna jusqu'au terrain de rassemblement, la boue collant encore à son uniforme. Daniels aboya des ordres, comme toujours, mais cette fois, quand ses yeux croisèrent les siens, elle ne détourna pas le regard. Elle le laissa voir le feu en elle, non pas flamboyant sauvagement, mais brûlant d'une flamme constante, comme des braises qui refusent que de mourir, peu importe la force du vent. À travers le parcours d'obstacles, à travers les courses lestées, à travers les exercices sans fin, Émilie cessa de rechercher l'approbation des autres. Elle réalisa que survivre ne consistait pas à leur prouver qu'ils avaient jamais tort, mais à se prouver à elle-même qu'elle avait raison. Et bien que les nuits restassent brutales, que le doute la rongeât encore, elle portait en elle une graine tenace de défi qu'aucune humiliation ne pouvait déraciner. Daniels le remarqua. Ses ordres devinrent plus durs, les punitions plus sévères chaque fois qu'Émilie était impliquée. Il ne s'agissait plus de tester une candidate, c'était devenu personnel. Il ne supportait pas qu'elle endure. Et Émilie savait, alors que la sélection entrait dans sa phase la plus punitive, que sa guerre contre elle ne faisait que commencer. À la 6e semaine, les candidats n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, les pommettes saillantes, les yeux creux, les uniformes raides de couches de saleté et de sueur. Le fameux exercice de survie avait commencé, une épreuve de plusieurs jours en pleine nature, sans nourriture, sans sommeil, et avec des exigences physiques constantes. Pour beaucoup, c'était la phase qui les brisait complètement. Pour Émilie, ce fut le creuset où chaque cicatrice, chaque humiliation, chaque once de volonté tenace fut testée en même temps. Les candidats furent déposés au cœur de la forêt, la nuit, leurs sacs vidés de provisions, avec seulement des boussoles et des gourdes. Les instructeurs les suivaient comme des prédateurs, s'assurant qu'aucun moment de repos ne soit sûr. S'ils s'arrêtèrent trop longtemps, des fusées éclairantes explosaient au-dessus de leur tête, des ordres étaient aboyés, des courses forcées. Le corps d'Émilie semblait être de verre, fragile, prêt à se briser. Mais elle continuait d'avancer, les pieds couverts d'ampoules, les lèvres gercées, le cœur battant à tout rompre. La faim lui rongeait les côtes, et sa vision se brouillait à cause de la déshydratation, mais elle s'accrochait à une seule pensée. Les limites sont des mensonges. La 3e nuit, la pluie arriva. Des trombes d'eau se déversaient à travers la canopée, transformant les sentiers en rivières de boue. L'escouade d'Émilie se blottit sous des branches, misérable et brisée. Un homme jura bruyamment, arrachant ses bottes et les jetant de côté avant de s'effondrer dans la gadoue. Un autre marmonnait qu'il allait abandonner, qu'il sonnerait la cloche dès leur retour à la base. Dans l'obscurité, Daniels apparut, sa lampe de poche fendant la tempête.
Sa voix tonna au-dessus de la pluie. « Ça y est, Carter. Vous vouliez être l'égal des autres? Prouvez-le maintenant. Ou admettez ce que tout le monde sait déjà, que vous n'avez rien à faire ici. » Quelque chose en elle se brisa. Elle se leva, lentement, chaque articulation hurlant, l'eau dégoulinant de ses cils, et s'avança vers lui. Pour la première fois, elle ne resta pas silencieuse. Sa voix se cassa, mais porta à travers le déluge. « Je ne suis pas ici pour être l'égal des autres. Je suis ici pour endurer, et on ne peut pas briser quelqu'un qui refuse d'abandonner. » L'escouade se tut. Même la tempête sembla se calmer un instant. Le visage de Daniel se crispa, pris entre la fureur et quelque chose de dangereusement proche du respect. Il se détourna sans un mot, aboyant à l'escouade de se remettre en route. Mais Émilie le sentit. Le changement, la fissure dans le mur de mépris qu'il avait construite autour d'elle. La marche finale faillit la détruire. L'escouade fut forcée de porter une civière chargée de sacs de sable sur 20 miles de terrain accidenté. Des hommes s'effondrèrent, jurant, implorant un soulagement. Émilie prit son tour à l'avant, les épaules à vif, les mains en sang, la vision se rétrécissant à cause de l'épuisement. Chaque pas devint une négociation entre la vie et l'abandon. Mais à chaque trébuchement, à chaque halètement, elle murmurait à voix basse « Les limites sont des mensonges. Les limites sont des mensonges. » Quand ils atteignirent la ligne d'arrivée à l'aube, la civière tomba dans la poussière, les corps s'effondrant à côté d'elle. Émilie ne cria ni ne pleura. Elle s'affaissa simplement sur ses genoux, le cœur battant, les poumons en feu, mais les yeux flamboyants d'une force inébranlable. Elle n'avait pas seulement survécu à l'épreuve, elle avait défié toutes les attentes qui pesaient sur elle. Et bien que Daniel se tint dans l'ombre, les bras croisés, son expression illisible, Émilie le vit clairement. La guerre qu'il avait menée contre elle n'était pas terminée, mais la sienne non plus. L'évaluation finale se déroula en silence. Après des semaines à briser les corps et à dépouiller les âmes, les candidats survivants, moins d'un tiers du nombre initial, se tenaient en formation sur le terrain de parade. Leurs uniformes étaient amples, leurs yeux enfoncés, mais quelque chose d'indicible brûlait dans l'air. Ils avaient enduré. Et parmi eux, se tenant plus droite que son corps tremblant ne devrait le permettre, se trouvait Émilie Carter. Daniels arpentait les rangs devant eux, un porte-bloc à la main, ses bottes crissant sur le gravier. Son visage était de pierre, sa voix tranchante. Il lisait les noms à voix haute, chacun suivi du mot « sélectionné » ou « non sélectionné ». Chaque nom portait le poids d'un rêve, soit réalisé, soit brisé. Les hommes se tenaient figés, attendant le jugement. Lorsqu'il arriva à son nom, Daniels fit une pause. « Carter !» Les syllabes flottaient dans l'air, lourdes de semaines de mépris, d'humiliation et de guerre. Ses yeux se fixèrent sur les siens, cherchant une faiblesse, quelque chose pour justifier ce qu'il avait cru depuis, le début. Mais tout ce qu'il vit fut un feu, constant, intact, indéniable. Pendant un instant, le monde sembla retenir son souffle. Sélectionné. Le mot fendit l'air comme un coup de tonnerre. Émilie ne tressaillit pas, ne sourit pas, ne se permit même pas le soulagement qui inondait sa poitrine. Elle soutint simplement son regard, refusant de détourner les yeux, comme pour lui dire « Vous avez perdu ». La formation se termina. Les hommes se félicitaient avec des tapes lasses dans le dos, certains éclatant d'un rire épuisé, d'autres s'agenouillant dans un soulagement silencieux. Émilie marcha seule vers la caserne, chaque pas lent, son corps hurlant, mais son cœur en feu. C'est alors que cela se produisit. Daniels lui barra le chemin. Pour la première fois, sa voix n'était ni tranchante ni moqueuse. Elle était basse, presque réticente. « Carter, vous m'avez prouvé que j'avais tort. » Sa mâchoire se serra, les mots sortant comme s'ils lui brûlaient la langue. « Peu de gens en sont capables. Ne gâchez pas ça. » Et sur ce, il se retourna et s'éloigna. Pas d'excuses, pas de sourire, juste l'aveu dépouillé de respect d'un homme qui avait juré qu'elle ne tiendrait jamais. Émilie se tint dans la lumière déclinante, la pluie s'accrochant encore à la terre, et s'accorda une seule respiration de victoire. Pas le genre de victoire qui crie ou exige la reconnaissance. C'était plus calme,
Plus profond, elle n'avait pas seulement gagné une place dans les forces spéciales, elle avait brisé une barrière, réécrit une histoire, porté chaque insulte et l'avait transformée en carburant. Et quelque part au fond d'elle, elle savait que cela ne la concernait pas seulement elle. Cela concernait chaque personne à qui on a dit qu'elle ne pouvait pas, chaque rêve rejeté, chaque voix réduite au silence. Sa survie, son défi, son triomphe. Ce n'était pas simplement le sien. Il appartenait à quiconque osait croire que les limites sont des mensonges. La caméra s'éloignerait ici, s'attardant sur son visage strié de boue, son regard stable, ses mains meurtries. Pas de musique grandiloquente, pas de grands discours. Juste l'image d'une femme qui avait été sous-estimée, humiliée, rejetée, et qui avait refusé d'abandonner jusqu'à ce que le monde n'ait d'autre choix que de la reconnaître. Parce qu'au final, la victoire, ce n'est pas toujours être le plus grand. Parfois, c'est simplement d'être encore debout. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour voir plus d'histoires incroyables comme celle-ci.